L'achat de sa maison est sûrement l'un des plus gros achats de sa vie d'adulte. Forte somme, fort endettement, plusieurs conséquences. Donc il est important de savoir quelles sont les bonnes questions à se poser pour s'assurer financièrement qu'on ne va pas se planter. Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un cas d'étude spécifique, un couple, Aïcha 27 ans et Paul 27 ans, et je vais détailler avec vous les questions financières qui se sont posées avant de finaliser l'achat de leur résidence principale. Restez connectés. En général, les questions autour de l'achat de sa résidence principale, que ce soit une maison, que ce soit un appartement, quelle que soit la ville dans laquelle on se situe, petite ville ou grosse ville, ce sont des conversations qui commencent autour de 25 ans et ça continue après. Et très souvent, des gens qui sont dans la fin de leur vingtaine ou alors au début de leur trentaine, ça commence à s'intensifier et même dans les grandes villes, vous commencez à voir déjà autour de vous presque tout le monde qui devient propriétaire. Donc on commence à avoir une pression de à quand devenir aussi propriétaire. Et parfois, c'est même pas juste une question de se planter ou pas, c'est juste que le budget pour un appartement en région parisienne, dans des grandes villes, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, donc ça représente des sommes assez conséquentes. Et des fois, juste le fait d'avoir ce prix-là, ça peut paralyser, ça peut freiner. On peut se retrouver à repousser son projet parce qu'on a trop peur, on ne comprend pas bien comment ça se passe. Et vraiment, cette vidéo, j'ai essayé de résumer quels sont les points essentiels côté financier quand on se prépare à l'achat d'une maison ou d'un appartement. Alors, le principe, il est très simple. La première étape, c'est de savoir quelle est sa capacité d'emprunt maximale. Et le principe, c'est en gros, dans un pays comme le Royaume-Uni, ça va être 4 à 5 fois votre salaire annuel. En France, c'est calculé par rapport à votre taux d'endettement qui doit être au maximum un tiers de vos revenus en prenant en compte toutes vos charges, etc., etc. Donc ce calcul va vous permettre de savoir quelle est la somme maximale que vous pouvez emprunter. À ça, il va falloir ajouter votre épargne et vous saurez quel est le budget maximal que vous voulez dépenser pour votre résidence principale. Et par la suite, ce qui est le plus important, c'est de comprendre bien les modalités de votre crédit et de savoir quelles sont les questions que vous devez vous poser. Donc ça, c'est les bases des principes et c'est assez simple. Alors très simple, dans le cas de notre couple, c'est deux cadres qui ont un salaire de 1700 euros par mois, qui sont en CDI, qui sont à la recherche d'un 3 pièces, qui ont fait des simulations avec leur banque, qui se sont rendus compte que leur capacité d'emprunt maximale est de 200 000. On va parler dans le prochain slide de leur épargne, comment est-ce qu'ils ont fait pour épargner et quel est du coup leur budget maximal. Et à l'heure actuelle, ils sont tous les deux, ils vivent dans un F2, dans un 2 pièces, qui leur coûte 950 euros par mois. Cette fois-ci, on va s'intéresser à l'épargne. Aïcha, 27 ans, elle a travaillé pendant 5 ans, salaire moyen de 1700 euros. Et en gros, parmi ses budgets, elle tient bien son budget, elle a réussi à bien épargner 20% de son salaire pendant 2 ans. Aïcha fait partie de la diaspora, elle a un budget qui est budget famille urgence pour le pays, où elle envoie environ entre 250 et 300 euros par mois. Elle a ses autres loyers classiques, loyers, etc. et loisirs. Mais elle a bien réussi à épargner et au bout de 2 ans, elle s'est mise en couple. Et quand elle s'est mise en couple, elle a pu faire un tout petit peu plus d'économies et elle s'est retrouvée à avoir une épargne de 30% de son salaire pendant 3 ans. Ce qui fait qu'en tout, cumulé sur les 5 ans, elle a réussi à mettre de côté l'équivalent de 28 730 euros. Paul, quant à lui, son compagnon, lui aussi, il a 27 ans, il a travaillé pendant 5 ans. Les 2 premières années, après qu'il ait décroché son CDI, il vivait encore chez ses parents, ce qui lui a permis de mettre de côté près de 75% de son salaire. Ensuite, il s'est mis en couple avec Aïcha, et ensuite, ils ont aménagé ensemble. Donc, pendant 3 ans, il a réussi à épargner lui aussi 30% de son salaire. Et au final, juste en termes d'économie de salaire, Paul, il a réussi à économiser l'équivalent de 50 000 euros. Paul vient d'une famille modeste, mais qui a quand même réussi à économiser de sa naissance à ses 18 ans l'équivalent de 10 000 euros dans un livret d'épargne. Et malheureusement, Paul a perdu un de ses grands-parents. Et comme il est le seul petit-fils, il a reçu en héritage à peu près l'équivalent de 30 000 euros.
Donc au final, l'épargne de Paul est équivalente à 90 000 euros, salaire inclus. J'ai tenu vraiment à mettre ce slide et à décrire de façon précise les situations de vie parce qu'on n'est pas tous égaux face aux épargnes. Il y a certaines personnes, par exemple comme Aïcha, qui ses parents ne lui ont rien donné et qui n'a absolument que son salaire sur lequel elle va compter pour son épargne. Donc voilà en ce qui concerne l'épargne. Alors en résumé, la situation de Paul et Aïcha est qu'ils ont une épargne de 120 000 euros, ils ont une capacité d'emprunt à hauteur de 200 000 euros et au final, ils ont un budget maximum de 320 000 euros. Alors ils ont leur budget maximum, ils ont défini la localisation où est-ce qu'ils vont rechercher leur appartement, leurs 3 pièces. La partie fun peut commencer, ils font des visites, des tonnes de visites. Ils finissent par tomber sur un bien qui correspond à leurs critères de vie et ils se rendent compte qu'en faisant des simulations sur un crédit de 20 ans, le coût suite à un taux d'intérêt de 2,45%, le coût mensuel, ce sera de 1 060 euros par mois. En fait, là, à ce moment-là, ils ont un moment de doute. Ils se disent, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, comme des personnes de leur âge, ils se rendent compte qu'autour d'eux, il y a de plus en plus de personnes qui parlent investissement et se disent, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter la résidence principale? Alors, il y a deux questions à se poser. La première question à se poser, ils doivent se poser la question, quels sont leurs vrais coûts en tant que propriétaire? À savoir quel est le coût du crédit, ajouter la taxe foncière, ajouter aux frais de copropriété parce qu'ils sont propriétaires d'un appartement. Au final, le coût mensuel est équivalent de 1 460 euros. Deuxième question très importante qu'ils doivent se poser, c'est quelle est la valeur locative du bien qui les intéresse. Savoir faire des recherches autour pour savoir à combien se loue un bien équivalent. Et c'est une information qui est très importante. Et ils se rendent compte qu'un bien équivalent, dans les environs, dans le même immeuble, à côté, avec les caractéristiques similaires, se loue autour de 1 400 euros. C'est bien important de connaître les pertes directes qui sont liées au fait que quand vous avez un crédit, vous avez des intérêts bancaires. Dans ce cas précis, il y a aussi des faits de copropriété, la taxe foncière. Donc ces pertes directes vont être évaluées à peu près à 620 euros par mois. En plus des pertes directes, il y a ce que j'appelle des pertes virtuelles qui sont dues au fait qu'ils vont utiliser leurs 120 000 euros d'épargne pour mettre dans la maison, alors qu'ils auraient pu utiliser cet argent-là et faire des placements. On va dire que le couple a un profil de personnes qui ferait plutôt des placements à faible risque, et qui dit faible risque dit faible taux. Donc on peut estimer à peu près à 3% le taux maximum auquel ils peuvent atteindre à faire un placement de 120 000 euros, ce qui reviendrait par mois à 180 euros par mois qu'ils ne gagnent pas, que virtuellement ils ne gagnent pas du fait d'avoir utilisé cet argent placé dans leur maison. Donc en gros, on peut considérer que la somme des pertes directes et indirectes revient à 800 euros par mois. En termes de bilan, il y a deux comparaisons à faire. La première, c'est de comparer l'appartement qu'on va acheter, sa valeur locative, de la comparer aux pertes estimées dans le slide précédent. Dans ce cas-ci, c'est 1 400 euros de valeur locative à Asnières, comparé aux 800 euros de pertes estimées. Donc ça, c'est la première comparaison. La deuxième comparaison, c'est de comparer la valeur locative du bien au coût du crédit associé aux frais d'accès à la propriété. Donc là, ça revient à comparer 1 400 euros de valeur locative à 1 460 euros. La première comparaison, le bilan il est plutôt positif. La deuxième comparaison, 1 400 euros de valeur locative comparé à 1 460 euros au coût de crédit plus coproprio et taxes foncières, c'est assez équivalent, sachant que en général le loyer augmente alors que le coût du crédit reste plus ou moins fixe sur plusieurs années. Donc dans ce cas précis, la décision, elle est assez simple pour le couple, de se dire, bah, on a fait notre bilan financier, c'est une accession qui paraît raisonnable, la balance est plutôt équilibrée. Est-ce qu'il y a des façons d'améliorer cette offre-là? Bah, bien sûr. Ce que je peux rajouter comme conseil à ce couple d'amis, ce serait de se constituer un coussin de sécurité qui correspondrait entre 6 mois et 1 an de leur crédit. De toute façon, entre le moment où ils ont décidé qu'ils allaient avoir leur résidence principale, le moment où leur offre a été acceptée et au moment où ils ont reçu les clés, s'est écoulé à peu près 6 mois pendant lesquels ils se sont refaits côté épargne, ce qui est une très bonne chose. En résumé, comment ne pas se planter quand on décide d'acheter sa résidence principale? Bah, il faut faire deux comparaisons. La comparaison entre la valeur locative du bien qu'on va acheter et le coût estimé de l'accession à la propriété. La deuxième comparaison, c'est la valeur locative du bien qu'on veut acheter comparée aux pertes estimées.
Une fois qu'on est à l'aise avec ce bilan, tout simplement assumer sa décision et ne pas oublier, parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme je l'ai dit en introduction, qui accèdent à la propriété à partir de 25 ans à plus. Surtout, ne vous comparez pas aux gens, c'est pas la vitesse, à chacun son rythme et on n'est pas tous égaux face à l'épargne. Donc, continuez à avoir vos rêves, projetez-vous, faites bien vos calculs et posez-vous les bonnes questions. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis au revoir et rendez-vous à une prochaine vidéo.